Bah, écoutez, bonjour à tous, hein, nous sommes le samedi 6 septembre 2025. Voilà, c'est important de donner la date pour la postérité, hein. Une fois que la France sera tombée et que nous serons dans Fallout 68, c'est quand même bien de donner la date. Eh bien, écoutez, rebonjour. Ce matin, conférence, vidage de bibliothèque, mais en même temps intéressante, puisque nous allons parler d'un ouvrage que je vais un peu synthétiser, mais qui va nous permettre d'aborder des réflexions plus profondes. Bon, nous sommes peu nombreux, mais largement suffisants. Ce matin, et non pas ce soir, nous allons parler d'un classique, parce que c'est quand même important de revenir au classique. Un ouvrage facile d'accès, peu cher, bien écrit, avec des découvertes, sourcé, très agréable à lire. Et je me suis dit, bah écoutez, il est connu de nom, mais autant le faire découvrir. Et même ceux qui le connaissent, bah, ils auront l'occasion de le redécouvrir. Ce soir, nous allons parler d'une sommité. Je bien entendu parler de notre président Emmanuel Macron. Je rigole. Nous allons parler du livre Révolution. Non, je rigole, je rigole. Calmez-vous, calmez-vous. Pas de fourche, s'il vous plaît. Nous allons parler de l'ouvrage Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès de Jacqueline de Romilly. Donc, grande helléniste française, ancienne professeure de grec ancien en lycée et à l'école normale supérieure et aussi au Collège de France. Elle a beaucoup écrit sur le monde de la Grèce classique, que ce soit au niveau de la langue, puisque c'est sa spécialité, mais aussi au niveau du théâtre et plus largement de la civilisation de la Grèce classique. Et le petit ouvrage dont je voulais vous parler ce matin, donc il y a plusieurs éditions, mais il y en a une au livre de poche à 8 euros, donc voilà, c'est quasiment un placement de produit. C'est un ouvrage très intéressant, puisqu'en effet, les sophistes, je pense que vous le savez au moins de nom, on les connaît principalement par ceux qui les ont critiqués. Les principaux sophistes que nous connaissons, pensez à Protagoras, Hippias, etc., Antiphon, nous les connaissons par les dialogues de Platon, dans lesquels Platon fait intervenir Socrate, qui débat avec des sophistes et qui très souvent met à mal leur argumentaire. Voilà, non mais merci. Alexandre, là tu joues le rôle de Colosse, c'est le côté marchand de tapis. On mettra des images dans l'enregistrement. Et donc voilà. Et Jacqueline de Romilly, elle, elle renverse un peu la perspective. Déjà, elle part du principe assez important. On vient à peine de commencer, Colo, donc c'est parfait. Il manque le lien Amazon et puis le moment où Colo arrive, fantastique. Ah, la matinée sur la cathédrale, c'est du Patrick Cohen. Donc voilà, je le redis. Merci d'en rajouter, Dr. Punchline. Donc voilà, on parle des grands sophistes dans Athènes de Périclès. Donc ce que je voulais dire avant d'être interrompu, je vais arrêter de vous lire maintenant, c'est que Jacqueline de Romilly renverse la perspective. Déjà, elle rappelle que quand Platon écrit sur les sophistes, c'est orienté. Et que entre la période où Socrate a vécu et la période où Platon écrit, la sophistique en elle-même a évolué. Le grand mérite de cet ouvrage, c'est qu'elle fait appel à des sources rares, c'est-à-dire quelques morceaux de papyrus retrouvés, qui sont tout ce qu'il nous reste malheureusement des écrits des sophistes, des écrits par les sophistes eux-mêmes, dans lesquels ils dévoilent leurs propres pensées. Puisque la pensée des sophistes, telle que retranscrite dans les dialogues de Platon, c'est une pensée qui passe à travers le filtre platonicien et tout n'est pas, n'est pas fidèle à la véritable pensée des sophistes. Deuxièmement, l'un des gros arguments avant que j'arrive à retrouver mes notes, c'est qu'à travers cet ouvrage, elle nous permet vraiment de voir à quel point les sophistes ont contribué au développement intellectuel de la ville d'Athènes et de la Grèce plus largement, mais surtout de la ville d'Athènes durant le siècle de Périclès, donc le 5e siècle avant notre ère, donc le grand siècle, celui qui voit les guerres médiques, Socrate, Hérodote, etc., le grand siècle de foisonnement intellectuel de la Grèce classique, celui qui pose les bases de tout un tas de choses qui euh, continueront de se développer dans ce qu'on va appeler l'Occident, notamment la philosophie. Donc voilà. En fait, ce petit ouvrage va nous permettre, une fois que j'aurai vraiment réussi à réouvrir ce fichier, de voir dans le détail en quoi les sophistes ne sont pas juste des, des affabulateurs ou des marchands de tapis, mais ont vraiment apporté quelque chose au développement de la civilisation grecque. Orientée, merci. Ah, c'est bon, magnifique. Magnifique. La régie est avec nous, l'émission peut enfin commencer, mais ça va, j'ai bien présenté les grandes lignes de ce qui vient de nous occuper ce matin.
J'espère que vous êtes bien détendu parce que le matin, faut y aller calmement, donc écoutez ma voix, prenez-vous un petit peu de café, un petit peu de gazouze. Décidément, ce sera pas la conférence la plus haut de gamme, de la chaîne YouTube, hein, mais j'arrive. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en attendant pour meubler? Bah, l'ouvrage est peu cher, il est plutôt bien, chapitré. Il se lit très vite, il fait à peine, un peu plus de 300 pages, mais ça se lit vraiment très vite. Merci de vous muter, Pingouin YouTubique, s'il vous plaît. Merci de vous muter, Pingouin YouTubique, hein, sinon, nous serons obligés de faire intervenir les forces de l'ordre. Et oui, on aurait pu croire que c'était vraiment BHL, mais en fait non, c'est une conférence plus sérieuse qu'il n'y paraît. Mais oh, je le ferai peut-être un jour sur BHL, hein, j'avais vraiment hésité, hein. Mais on ne le fera pas, hein. J'ai vraiment arrêté de vous le dire, sinon on va jamais y arriver. Allez, vas-y, on peut le faire. J'espère en tout cas que vous appréciez cette matinale, de la cathédrale. Je me sens vraiment comme Patrick Cohen, là, c'est assez fantastique. Mais on parlera de BHL puisqu'apparemment vous êtes vraiment obsédé par ce grand auteur, ce grand cinéaste. Il faut plus de matinales. L'islamisation de la cathédrale. Écoutez, je crois que c'est de la faute de Colo, hein, avec ses vidéos sur l'Observateur, hein, c'est de sa faute. Bon là, la technologie est vraiment contre nous. Bon écoutez, je vais commencer à peu près, à la one again, comme on dit. Donc je vais juste vous lire quelques petits passages de la préface, comme ça vous allez vous rendre compte de l'ambition intellectuelle de, notre chère amie Jacqueline. Lorsque l'on évoque l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, chacun a tout de suite à l'esprit une gerbe de grands noms et d'œuvres éblouissantes, c'est ce que je vous disais. On sait que ce fut le siècle de Périclès, qu'Athènes était alors, après son rôle dans les guerres médiques, la ville la plus puissante de Grèce, qu'elle incarnait la démocratie, que sa marine lui assurait la maîtrise des mers, qu'elle était à la tête d'un véritable empire et qu'elle en utilisait les ressources pour faire construire les monuments de l'acropole, autour desquels on se presse encore aujourd'hui. On sait qu'à ce moment-là, le sculpteur Phidias l'a doté d'œuvres d'art célèbres. On sait aussi qu'alors, juste avant la guerre du Péloponnèse, qui occupa le dernier tiers du siècle, puis pendant toute cette guerre, Sophocle et Euripide écrivaient leurs tragédies, tandis qu'Aristophane produisait ses comédies. On sait que l'historien Hérodote était venu vivre, au moins pour un temps, dans cette Athènes de Périclès et que Thucydide allait se mettre à une histoire audacieusement lucide, consacrée cette fois à cette guerre du Péloponnèse, opposant Athènes à Sparte, qui fut commencée sous Périclès et dura presque jusqu'à la fin du siècle. On sait également que Socrate hantait alors les rues de la ville, discutant avec de jeunes aristocrates et leur découvrant des idées nouvelles qui nous sont connues aujourd'hui par deux de ses disciples, Platon et Xénophon. On sait enfin que toute cette activité intellectuelle se poursuivit jusqu'à la fin du siècle. Lors de la défaite athénienne qui termina la guerre du Péloponnèse en 404, Périclès était mort depuis 25 ans, Sophocle et Euripide depuis peu, Socrate devait être condamné à mort en 399 et Thucydide disparaître vers la même date. On sait donc qu'il y a eu là un moment bref mais capital pour l'histoire de la civilisation grecque et même de la civilisation occidentale. En revanche, peu de gens connaissent les sophistes. Les noms de Protagoras et de Gorgias, à plus forte raison ceux d'Hippias, de Prodicos ou de Thrasymach, ne sont guère familiers qu'aux spécialistes. Or, il est facile de constater que dans cet essor si étonnant, ils jouèrent un rôle qui ne l'est pas moins. Tout semble en effet s'être accompli sous leur influence et avec leur participation. Tout le monde reconnaissait leur importance, et tous les écrivains du temps ont été leurs disciples ou ont appris d'eux quelque chose, les ont imités ou bien discutés. Dès le début, nous trouvons le premier d'entre eux, Protagoras, en liaison étroite avec Périclès, le principal personnage d'Athènes. La vie de Périclès de Plutarque nous montre les deux hommes discutant une journée entière sur une question de responsabilité juridique dans un accident sportif. Discussion oiseuse et technique. Discussion de sophiste au sens moderne du terme, si l'on veut, mais aussi analyse de la notion de responsabilité et réflexion sur le droit. Toute l'évolution du droit athénien et tous les débats des orateurs, des historiens ou des tragiques sur la responsabilité sont déjà là, qui couvent. Et notre sophiste apparaît, dans la circonstance, comme un homme éminent et respecté. Aussi bien, lorsque Périclès organisa en 443 l'envoi d'une colonie panhellénique à Tourioï, en Italie du Sud, ce fut Protagoras, donc le sophiste, qui fut chargé d'en rédiger les lois. Une haute responsabilité pour cet étranger et qui confirme l'estime où il était tenu.
Donc je m'arrête à ce petit exemple, introductif. Merci Alexandre pour ces réflexions, fascinantes. Bonjour à Béchamel, nous venons à peine de commencer, ne t'inquiète pas. Nous parlons des sophistes aujourd'hui. Donc juste ce petit exemple vous montre qu'en fait, loin des dialogues de Platon, les sophistes ont joué un vrai rôle politique et que ça n'était pas juste, des beaux parleurs. Mais on va y venir, tout de suite. Puisqu'en fait, ils ont exercé une grande influence. Ne serait-ce que tout ce petit extrait, synthétise à lui seul toutes les ambitions de l'ouvrage, c'est-à-dire influence avec le théâtre, Aristophane, Sophocle, Euripide, la philosophie forcément puisqu'on va parler de Socrate et de Platon, l'histoire puisqu'on va parler de Xénophon, de Thucydide et surtout d'Hérodote, et de la politique puisque vous avez vu qu'on a parlé de Périclès. En fait, ils ont joué un rôle beaucoup plus important que ce que Platon a bien voulu nous en dire. L'une des révolutions qu'ont apporté les sophistes, et c'est avec ça que je vais commencer, c'est que les sophistes, à la base, qui sont-ils? Ce sont des maîtres itinérants. Pensez à des espèces de percepteurs, hein, voilà, non pas percepteur, le précepteur, pardon, excusez-moi, le youtubeur, hein, voilà, proxénète, hein, pour ceux qui savent. C'est-à-dire des gens qui viennent avec une pensée plus ou moins féconde et qui la vendent. C'est-à-dire que la révolution anthropologique que les sophistes apportent à Athènes, c'est que déjà ce sont des maîtres itinérants, donc qui viennent d'un peu tous les pourtours du monde grec, à la fois des cités du monde ionien, donc coucou Crésus, hein, voilà, de ces cités de la côte égéenne, mais à la fois aussi de la Grèce continentale, et surtout ce sont des maîtres errants. Et à la différence de Socrate, l'un des traits que Socrate va énormément railler dans les dialogues de Platon, c'est que les sophistes, à l'inverse de Socrate et des philosophes présocratiques, ils vont faire payer leur enseignement. C'est vraiment quasiment une révolution anthropologique fondamentale. C'est-à-dire que ils ont quelque part tous les enseignants aujourd'hui, peu importe le niveau, peu importe la manière qu'ils ont d'enseigner, que ce soit officiellement ou non, doivent quelque chose aux sophistes puisque c'est eux qui apportent cette révolution anthropologique que l'éducation et la transmission de la connaissance, de compétences intellectuelles mérite salaire. Et c'est vraiment une révolution pour l'Athènes de l'époque. C'est quelque chose qui ne s'était jamais vu alors. Alors, on s'entend bien, éducation, il y a éducation et éducation. Cette éducation que les sophistes apportent, elle est destinée à l'aristocratie. C'est-à-dire que c'est vraiment, on reste dans le monde de l'élite. Et avant les sophistes, les aristocrates eux-mêmes étaient astreints à, comment dire, essayer d'atteindre un certain niveau d'excellence, de culture, de connaissance, de raisonnement. C'est juste que les sophistes, eux, font payer leur formation. Et vous allez voir que, je pense que vous pouvez déjà le sentir, c'est que cette révolution presque de l'enseignement, elle est liée au contexte d'une Athènes de plus en plus démocratique. Alors vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets à démocratique, mais j'entends par démocratique une société où le débat et l'art oratoire prennent de plus en plus d'importance, puisqu'il faut maintenant convaincre. Tout ne repose plus uniquement sur la naissance et les privilèges de la naissance, même si quand même beaucoup de choses reposent encore là-dessus. Il ne faut pas calquer notre vision de la démocratie sur l'Athènes du 5e siècle. Donc je vais donner quelques exemples. Donc ce principe de payer pour la connaissance paraît assez étonnant. Et dès l'Apologie, donc, un texte de Platon, Socrate ironise sur cet aspect et il joue un peu son rôle comme quoi il est faussement admiratif pour les sophistes. Les sophistes étant ici Gorgias, Prodicos et Hippias. Je cite Socrate: quels maîtres que ceux-là jugent, qui vont de ville en ville et savent attirer maintes jeunes gens, quand ceux-ci pourraient, sans rien payer, s'attacher à tel ou tel de leurs concitoyens qu'ils auraient choisi. Donc là, c'est un peu du second degré, une manière pour Socrate de railler cet enseignement sophiste, voilà, qu'il critique gentiment. Autre aspect que Socrate critique énormément, ce sont les prix, puisqu'apparemment les prix étaient assez élevés. Ainsi, Socrate parle pour Prodicos, un sophiste de l'époque, d'une modeste leçon à 1 drachme. Il en signale de plus importantes pour d'autres sophistes à 50 drachmes. Et 50 drachmes, c'est assez énorme, puisque dans le contexte de l'époque, vous savez, il y a tout le système des institutions athéniennes et certains citoyens pouvaient servir comme juges. Et étant donné que c'était pas quelque chose d'ancré dans les mœurs, toutes ces nouvelles institutions démocratiques, on versait aux citoyens qui exerçaient un métier dans leur vraie vie, hein, c'était pas leur métier de tous les jours. Quand ils étaient désignés comme juges, on leur servait une indemnité pour les compenser du fait de ne pas travailler s'ils étaient artisans par exemple. Et cette indemnité était de 2 puis de 3 oboles, c'est-à-dire une demi-drachme. Et à l'époque, rien que cette indemnité-là, ça a suscité énormément de débats. C'était déjà vu comme de la démagogie. Et c'était une demi-drachme. Là, c'est 50 drachmes la leçon. Dans
L'Hippias majeur, autre texte de Platon, Socrate dit que Gorgias, je cite, par ses séances privées et ses entretiens avec les jeunes gens, a su ramasser de fortes sommes qu'il a remportées d'Athènes. Protagoras, donc là je continue, d'après la tradition, allait jusqu'à se faire payer 100 mines. 100 mines, c'est l'équivalent de 10 000 drachmes. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais il y a quantité d'anecdotes sur les salaires qui, pour certains, avaient l'air d'être faramineux. Bon voilà, c'était quasiment du détournement de fonds. Ce qui est très marrant, puisque en préparant cette conférence, je me suis rendu compte qu'entre les escroqueries de formation YouTube à 2 francs 6 sous et les sophistes, indirectement, quelque part, il y a une continuité. On est vraiment dans une civilisation qui se perpétue. Bref, je retrouve mon sérieux. Donc, indirectement, au-delà de l'aspect un peu assez drôle de ces sommes, elles témoignent de quelque chose. C'est-à-dire que si les gens étaient prêts à payer des fortunes pour ces enseignements, c'est que l'enseignement des sophistes était très populaire. Il était vraiment plébiscité, il rencontrait énormément de succès. Et les sophistes, à l'inverse de Platon, surtout enfin de Socrate, pardon, mais quelque part de Platon aussi, c'est qu'ils n'apportaient pas, enfin ils apportaient des réflexions, je vais y revenir juste après, ils avaient vraiment une vraie philosophie. C'est aussi l'un des grands intérêts de l'ouvrage, mais c'est qu'ils se voyaient comme des professionnels qui transmettaient un savoir en professionnel, un savoir de professionnels. C'était vraiment une révolution pour l'époque, puisque pour eux, ils transmettaient l'idée de, comment dire? Ils avaient un métier, ils transmettaient des techniques spécialisées, c'était vraiment un enseignement de pointe pour eux, avec vraiment des programmes de formation. Donc, comme quoi ce sont vraiment les héritiers directs de l'enseignement. Quels étaient du coup, les grands axes de cet enseignement? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le développement de la sophistique et la popularité des sophistes est intimement lié à l'évolution politique d'Athènes qui, comme je l'ai dit en introduction, est une démocratie. C'est l'Athènes de Périclès, c'est le développement des institutions démocratiques qui vont continuer, enfin qui vont avoir une grande influence dans la pensée occidentale. Et donc, qui dit pensée démocratique dit assemblée dit élection, qui dit élection dit campagne, dit politique, dit débat. Et donc, ce que les sophistes transmettaient en premier lieu, c'était l'art de parler en public, de défendre ses idées à l'assemblée du peuple ou au tribunal quand les affaires juridiques étaient impliquées. Et donc, les sophistes se voyaient comme des maîtres de rhétorique. Et ils voulaient transmettre cet enseignement de la rhétorique. Et je vous l'ai dit, en fait, c'est vraiment, on peut pas, comment dire, faire un pont entre les sophistes et le monde politique, puisque toute l'Athènes du 5e siècle avant notre ère, c'est scandale, affaires politiques, procès, etc. Et dans ce monde-là, il faut avoir des bases de rhétorique, il faut savoir parler en public, il faut savoir se défendre. Et donc, c'est là où toute la divergence se fait entre Socrate et Platon et les sophistes. Mais ce sont des divergences surtout de nuances. Puisque, par exemple, Protagoras, lui, disait enseigner la politique, quelque chose que Socrate n'a jamais vraiment défendu. Voilà. Mais là aussi, ce que je voudrais défendre, je vais arrêter de vous regarder parce que sinon je vais vraiment rigoler. Nous allons en parler, Zertor. Quelque Nous allons en parler. Excusez-moi, j'aurais pas dû vous lire, c'est Charles Robin, là, ça me fait mourir de rire. À 8 heures du matin. Mais vous allez voir qu'avec cette conférence, on va voir qu'au-delà de cet aspect-là qui est connu de tous, à savoir les sophistes comme un maître de rhétorique, un peu coach en formation si on veut, ont vraiment développé une pensée plus générale, plus philosophique, plus métaphysique sur l'art et sur la justice. Et ils ont vraiment, en fait, ils avaient une pensée beaucoup plus, comment dire, englobante qu'on ne pourrait le penser, puisque la plupart des gens ne connaissent les sophistes que par les dialogues de Platon. Donc ils en ont une vision déformée. Ainsi, on a, par exemple, chez Hippias, un sophiste présenté chez Platon, une espèce d'appétit de connaissance. Il y avait un esprit presque encyclopédique. Je vais y revenir après avec quelques extraits. Ainsi, Platon, même sans Platon parle de lui, d'Hippias, donc comme quelqu'un qui avait lui-même fait ses vêtements, sa bague, son cachet, qu'il avait lui-même fabriqué ses chaussures et tissé son manteau, qu'il apportait des poèmes, des épopées, qu'il déclarait s'entendre mieux que personne au rythme, à la grammaire, à la mnémotechnie. Donc c'était quelqu'un, une espèce de polymathe avant l'heure. Donc déjà, ça vient un peu casser l'image qu'on a des sophistes comme uniquement arc-boutés sur la rhétorique et le débat. Et indirectement, cette habitude, enfin, comment dire, cet esprit du débat que les sophistes ont apporté va jouer un grand rôle dans l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que c'est un peu un mal pour un bien. D'un côté, on pourrait se dire oui, les sophistes apportent de la démagogie, on pourra en discuter, mais ils apportent un esprit de raisonnement qui n'était pas là avant.
Alors vous allez voir que c'est là où ça devient ambigu, puisque, bon déjà les premiers sophistes sont un peu antérieurs à Socrate et vous allez voir que Socrate, même si Platon fait en sorte que les 2 se distancent un peu, même dans les dialogues de Platon, on distingue qu'il y a vraiment une parenté, que ce ne sont pas des frères ennemis, loin de là. Ce sont plutôt des débats de nuances. Donc pour les sophistes, les dieux, les traditions, les souvenirs mythiques ne comptaient plus vraiment. Nos jugements, nos sensations, nos intérêts constituent désormais le seul critère commun. Donc c'est un peu cette idée de tout remettre en question. C'est-à-dire que, là je cite encore Platon, l'homme, disait Protagoras, est la mesure de toute chose. Donc ça veut dire qu'on doit un peu se, se couper de toutes comment dire, les pensées a priori qu'on pouvait avoir, donc liées à la tradition, à la culture, pour essayer de raisonner à partir de l'homme. Et ça, c'est un des legs de la pensée des sophistes. Et indirectement, c'est pas rien dans l'histoire de la pensée occidentale. Cependant, ça n'est pas non plus une volonté de faire entièrement table rase. On va y revenir, mais il y a un peu cette idée ambiguë, table rase mais pas table rase, vous allez voir. Ainsi, les sophistes, et vous allez voir que c'est aussi l'enjeu de la conférence, ont écrit des traités de métaphysique et énormément de traités sur la justice. Donc en même temps que des maîtres de rhétorique et d'être des enseignants de la rhétorique, ils ont été des philosophes, vraiment au sens fort du terme, avec de vraies doctrines qui encourageaient à leur manière à libérer les esprits et surtout à stimuler la réflexion et à ouvrir des chemins de pensée qui n'avaient pas été ouverts avant eux. Donc vous allez voir que ça n'est pas juste un... Voilà, ce ne sont pas juste des maîtres de rhétorique. Je fais un petit rappel bref, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit en introduction, on les connaît principalement par les dialogues de Socrate, mais quelques découvertes majeures du 20e surtout, pardon, ont permis de découvrir quelques fragments de papyrus euh, 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 provenant des sophistes. Et aussi, on a quelques extraits chez d'autres auteurs que Platon. Il n'y a pas uniquement Platon qui cite les sophistes, il y a aussi Xénophon, il y a aussi des auteurs ultérieurs des premiers siècles chrétiens. Donc, en rassemblant tout ça, on voit que l'image est un peu plus subtile que ça. Donc là, je vais m'attarder maintenant sur la distanciation des sophistes par rapport à Socrate et par rapport à la philosophie en général, mais surtout par rapport à Socrate, puisque vous avez vu que les sophistes ne sont pas juste des maîtres en rhétorique. Donc, ils savaient tout, ils enseignaient tout, même les sciences. Et ils offraient, comment dire, ils offraient non pas une simple réflexion comme Socrate, mais des résultats immédiats. Il y avait un peu cette promesse de, on va vous fournir des résultats. C'est une méthode qui donne des résultats. Donc là aussi, hein, des points communs avec des formateurs modernes. Hein, voilà. Il suffisait d'apprendre. C'était simple, c'était rapide. Je cite encore une fois le Protagoras. Protagoras, vous avez bien compris, c'est un sophiste, mais c'est aussi le nom d'un traité de Platon, qui porte le nom de ce sophiste, d'un dialogue platonicien, pardon. Par Zeus, offre-lui de l'argent et tâche de le persuader, il fera de toi aussi un savant. Donc là, c'est Socrate qui, un peu moqueur, parle de Protagoras. Il renchérit de même dans un autre dialogue, le Tidème, je cite encore une fois, vos inventions sont de telle sorte et vous y avez mis tant d'art qu'un instant suffirait à n'importe qui pour les apprendre. Donc là aussi, c'est Socrate qui raille un peu le côté, la méthode magique des sophistes. Bref. Mais indirectement, ça doit un peu ça traduit aussi une surprise, c'est-à-dire que c'était quelque chose de nouveau, encore une fois, dans l'Athènes de Périclès, d'avoir justement des individus, des espèces de maîtres du logos errants qui promettent des formations avec des résultats. C'était jamais vu auparavant, en fait, dans le monde intellectuel de la Grèce. Et Platon, vous avez bien compris, via Socrate, les montre très souvent dans ses dialogues comme des individus assez arrogants, assez sur d'eux, assez pontifiants même. Bref. Les sophistes, indirectement, avaient aussi besoin de publicité. Donc, on pourrait aussi dire pour les défendre que donner des leçons sous forme d'entretien privé, groupés en série, à la fois faire des séances publiques auxquelles chacun pouvait assister, c'était aussi euh, une manière de faire de la publicité à leur enseignement. D'un point de vue un peu plus méthodologique, ce qu'ils ont aussi apporté d'un point de vue du raisonnement, ce sont les plaidoyers fictifs ou les exposés. Donc ça, en fait, ce sont des problèmes de pensée pure où on va, par exemple, prendre les exemples du théâtre ou des cas de pensée, des cas de figure, si vous voulez. Par exemple, à quel point, je ne sais pas moi, tel personnage de la guerre de Troie avait raison ou non. On va essayer de prendre des éléments voilà, de la culture populaire de l'époque et essayer d'argumenter à l'inverse. Donc c'est un peu des cas de pensée. C'est par exemple dire que, je cherche un exemple là qui, ça va me venir, j'ai retrouvé mes notes, mais je pense que vous voyez un peu l'idée, c'est l'idée
enfin, des cas de pensée. C'est-à-dire, imaginons vous avez quelqu'un qui est accusé de pédophilie, et ben, l'exercice intellectuel, le plaidoyer fictif, ce serait envers et contre tout, essayer de trouver des raisons de le défendre. Bah, c'est un peu ça. Alors, c'est un exemple, contemporain que je prends, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire, on prend quelque chose qui, moralement, irait dans l'autre sens et on va quand même essayer par l'argumentation, par la raison et par le raisonnement de défendre un point de vue opposé. Donc c'est uniquement dans le but, bah, de faire fonctionner, bah, ses capacités didactiques et d'apprendre à organiser ses idées pour convaincre. Donc ça, c'est un apport des sophistes, heu, quelque part à la réflexion. Et donc je continue un peu sur ma lancée, mais par exemple, on a d'autres auteurs qui un peu fustigent, en dehors de Socrate et de Platon, toutes ces assemblées auxquelles les sophistes, comment dire, toutes ces assemblées auxquelles le peuple assistait. Parce qu'il y avait énormément de spectateurs, en fait. Ces assemblées de sophistes, ces espèces de grandes séances, de grandes conférences publiques qui étaient très populaires. Et c'était encore une fois une nouveauté, ces espèces de séances publiques, de débats, de conférences, oui voilà, des espèces de cours avec des entretiens privés. C'était encore une fois une réflexion de l'enseignement pour l'époque. J'en viens maintenant à un sous-point sur les parallèles avec Socrate, c'est-à-dire que Socrate, lui, a des points communs avec les sophistes. Dans plein de dialogues, on voit qu'il n'est pas si adversaire d'eux, adversaire par rapport à eux, pardon, mais lui, il restait un philosophe pur et dur, c'est-à-dire qu'il ne se faisait pas payer pour ses leçons. Et surtout, Socrate, à l'inverse des sophistes, ne promettait pas de progrès rapide. Ça n'était pas du tout un enseignement qui comment dire, allait déboucher sur des compétences pratiques. En tout cas, ça pouvait, mais Socrate ne promettait pas une formation pratique à l'issue de son enseignement qui allait pouvoir, enfin, il ne promettait pas que son enseignement allait pouvoir être rentabilisé. C'est vraiment la grosse différence et le terme qui cristallise leur différence. Au contraire, pour lui, Socrate, il ne cessait de retenir les jeunes, trop pressés de se lancer dans le débat, l'argumentation, la réflexion. Pour lui, il fallait vraiment essayer de maturer la réflexion, de se couper un peu de la société, des enjeux de ce monde pour essayer de mariner dans la réflexion le plus longtemps possible avant d'avoir un projet pour la cité et pour le bien commun et pour l'homme avec un grand H en quelque sorte. Pour lui, Socrate fallait vraiment passer beaucoup de temps à raisonner tout seul, à réfléchir, à discuter avant d'avoir un projet politique ou autre. Bref, j'en viens maintenant à des liens avec le théâtre. Encore une fois, aspect très intéressant et insoupçonné pour beaucoup d'entre vous. Euripide peut fournir la preuve comment dire, de lien avec la sophistique. Alors, non pas dans le sens où il va citer des sophistes dans le texte, mais dans le sens où on voit que certaines de ses pièces ont été influencées par la réflexion et par le bain ambiant intellectuel apporté par les sophistes. C'est-à-dire que Euripide, lui, n'est pas un intellectuel comme Socrate. Mais pourtant, je vais citer un passage, puisque vous allez voir que ça va avoir des liens avec des notions de psychologie, encore une fois, que les sophistes ont apporté également. Donc, dans sa pièce Médée, le personnage donc de Médée déclare, je cite, oui, je comprends quel mal je vais oser faire, mais l'ardeur intérieure commande mes résolutions. C'est elle qui cause les pires maux des mortels. De même, dans le personnage de Phèdre, dans une de ses pièces, déclare: nous avons la notion et le discernement de l'honnête, mais nous ne faisons pas l'effort de l'appliquer, les uns par paresse, les autres pour préférer au bien un plaisir qui s'en éloigne. Enseigner est donc bien. Donc ça témoigne un peu de ses réflexions sur la révolution de l'enseignement. Ça peut servir d'avoir appris des choses à travers ces deux extraits-là. Mais pour Euripide, ça ne suffit pas. Et donc, c'est un peu en psychologue comment dire, qu'il se fait le récepteur de la sophistique. Puisque dans les suppliantes et dans un fragment 1027, mais c'est pas important de retenir le nom, Euripide introduit même l'exemple du petit enfant qui apprend à dire et à entendre ce dont il ne possède pas la connaissance apprise. Ce petit enfant se forme par l'exercice. Et il contracte là des habitudes que l'homme gardera jusque dans sa vieillesse et qui lui seront comme une seconde nature. Donc, euh, ça montre qu'indirectement que voilà, ces réflexions sur l'intellectualisme, la réflexion, le fait d'apprendre qui serait un bien en soi, ben même dans le théâtre, on en trouve des échos. Alors Euripide, il prend un peu cette distance vis-à-vis de ça. Mais ça n'est pas le seul, hein. C'est-à-dire que en fait, c'est tous les auteurs, tous les grands auteurs grecs, indirectement, dans chaque petit morceau, on pourrait trouver des influences indirectes des sophistes. Bref, ça veut juste dire que les sophistes étaient partout, en fait. C'est vraiment ce qu'il faut retenir.
j'en viens à un autre point. Voilà. Voulais aussi également dire un petit mot sur les deux distinctions entre la sophistique, puisque les sophistes dont je parle là, ce sont un peu les pères fondateurs. Donc les plus connus, ceux qui ont connu Socrate de son vivant pour la plupart. Mais il y a eu une autre phase dans la sophistique. Et en fait, les auteurs postérieurs ont eu tendance à traiter tout le monde de sophiste à partir de ce deuxième courant de la sophistique, qui n'est pas celui dont je vous parle depuis le début de la conférence. C'est comment dire, une espèce de deuxième phase de la sophistique qui vient avec Isocrate. C'est-à-dire que quelques décennies après, donc un demi-siècle après l'apparition de ces grands sophistes, c'est cet Isocrate, ce même Isocrate, qui ouvre un enseignement à Athènes, un enseignement intellectuel, comme les sophistes qui l'ont précédé, tourné vers l'action politique comme eux et prêt à dispenser une formation générale. Mais le premier manifeste, le premier texte de cette nouvelle école, qui s'inscrit si bien dans la succession des sophistes, s'intitule Contre les sophistes. Donc c'est aussi pour ça que ça devient un peu ambigu et c'est aussi pour ça que je vais faire cette conférence, c'est-à-dire que voilà, contre, ça montre un peu l'ambiguïté du terme, c'est-à-dire que la seule attaque qu'Isocrate fulmine contre les sophistes, c'est qu'il leur reproche, pour résumer, d'avoir trop voulu promettre et de ne pas avoir assez tenu compte, à côté de l'enseignement, des deux facteurs irrationnels que sont les dons naturels et l'entraînement pratique. Je cite donc Isocrate pour que vous ayez un peu une idée de là où il voulait en venir. Si tous ceux qui s'occupent d'éducation voulaient bien dire la vérité, sans faire de promesses supérieures aux résultats qu'ils doivent obtenir, ils auraient moins mauvaise réputation auprès du grand public. Donc en fait, Isocrate se distanciait un peu des pères fondateurs par leur, donc selon lui, hein, leur habitude à trop promettre par rapport à leur enseignement et de pas assez intégrer les aptitudes naturelles des individus et l'entraînement pratique. Donc de ne pas assez tenir compte de la nature presque, voilà, de la nature humaine en quelque sorte. Vous allez voir que cette question de la nature humaine va vite intervenir de nouveau. Attendez, j'essaie de vous suivre pour voir si on est Socrate à Saint-Tropez, magnifique. Salopard de Protagoras. Voilà, il va falloir censurer sur YouTube. Les sandales à un pied Jacques Protagoras. Pourquoi l'huile d'olive est le pire investissement de l'année? Oh, vous me régalez. Vous me régalez. Je, je reviens à mon sérieux, mais vous me régalez. Donc voilà, sujet intéressant. Mais vous avez vu que même si j'essaie de les défendre, même si l'ouvrage apporte beaucoup de nuances, on en reste quand même sur certains traits propres aux sophistes. Hein. Socrate et Platon n'ont pas tout inventé non plus. Bref, donc j'en viens maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire le discours et la rhétorique. Donc, comme vous le savez, par exemple, dans les deux dialogues platoniciens les plus connus qui évoquent les sophistes et qui ont des noms de sophistes, donc à savoir le Protagoras et le Gorgias, il est énormément de questions de discours, de rhétorique et aussi de justice. Mais la justice, on va s'en occuper un peu après. C'est-à-dire que Gorgias apparaît un peu comme un sophiste presque caricatural à certains endroits, ne s'est pas pour autant, ne s'est pas du tout même désintéressé de l'argumentation. On possède de lui, en entier pour une fois, ce qui mérite d'être souligné, deux petits traités, donc des traités écrits par Gorgias cette fois, et non pas des citations de Platon, qui lui servent un peu de modèle d'argumentation. Donc un traité qui s'intitule Éloge d'Hélène, qui est aussi une défense de l'héroïne et qui s'inscrit dans ce que je vous disais, ces plaidoyers fictifs, donc qui sont un peu des exercices de style et de pensée dans lesquels on va essayer de défendre telle cause. Et ben l'éloge d'Hélène, c'est un peu un exemple de ce type de traité. L'autre traité, c'est une défense de Palamède. Et Palamède, de même, c'est un peu le même style de traité, ce sont un peu des plaidoyers fictifs. Palamède, merci de te muter, Évangéliste, s'il te plaît, un peu de respect en fait. Tu arrives en cours de conférence, tu te mutes. Donc Palamède était le type même de l'homme injustement condamné. Il avait été accusé par Ulysse devant Troie. Et au 5e siècle, des auteurs comme Échille, Sophocle et Euripide lui ont consacré des tragédies, qui sont aujourd'hui perdues malheureusement. Ce qui encore une fois nous rappelle ce que Zertor m'avait dit sur Qumran, l'Antiquité est à la fois fascinante, mais c'est à la fois tellement triste de constater tous les textes que nous avons perdus. Et donc, c'est ce que je lui ai dit, en fait, c'est que ces deux textes de Gorgias, donc l'éloge d'Hélène et la défense de Palamède, sont des exemples types des plaidoyers fictifs. Donc, c'est vraiment, en gros, ce sont des exercices de style qui permettent surtout aux maîtres sophistes de montrer à quel point ils savent argumenter, à quel point ils sont bons pour défendre des causes perdues, des cas de pensée particuliers, et que leur argumentation peut être, peut au-delà de l'exercice de style, vraiment être une manifestation de virtuosité.
Et Isocrate, donc dans la deuxième vague de la sophistique au IVe siècle, donc bien longtemps après les premiers sophistes, pratiquera lui-même à sa manière ce type d'exercice. Mais euh, tu- 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 voilà, non, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Dernier point que je voulais ajouter enfin, ce que je voulais ajouter en complément, c'est que nous savons qu'il existait, Platon l'évoque dans le banquet, dans la continuité de ces exercices de style, un peu pour montrer sa virtuosité technique et argumentative, des éloges du sel. Alors, je n'ai pas creusé la question, mais je trouve ça assez fascinant. Et Platon s'en moque dans le banquet. Donc, c'est dommage qu'on les ait perdus, mais des éloges du sel. Je trouve ça, euh, je trouve ça assez exceptionnel. Donc, j'espère qu'un jour nous ferons la découverte de ces éloges du sel. Voilà. Donc c'était vraiment un style littéraire à l'époque, une espèce de voilà, c'était à la mode en fait ces exercices de défense fictive un peu. Dans l'éloge d'Hélène comme dans la défense de Palamède, il s'agit de co-célèbres, donc c'est-à-dire que non, à l'inverse du sel, ce sont vraiment des personnages connus de l'époque, connus des contemporains. Je donne un peu un exemple pour que vous ayez une idée de comment tout ça prenait forme. Ainsi, pour la culpabilité d'Hélène, l'auteur, donc Gorgias, envisage 4 cas possibles, pour vous montrer un peu comment y raisonner. Ou bien Hélène a suivi Paris parce qu'ainsi le voulait le sort ou les dieux, donc là c'est un peu le destin qui force tout, ou les décrets d'un inévitable destin, donc ça revient au même, donc c'est soit le destin, soit les dieux, mais dans les 2 cas c'est un peu la même chose, ou alors elle a été soit enlevée de force, soit convaincue par la parole, soit saisie par l'amour. Or, dans chacun de ces cas, elle n'est pas responsable puisque dans ces 4 hypothèses, elle subissait une force trop puissante pour qu'elle puisse s'y opposer. Donc la force, c'est soit l'amour, soit les dieux. Donc c'est pour vous donner un exemple. C'est-à-dire on prend quelqu'un qui, dans la culture populaire, via les œuvres classiques, était coupable de quelque chose, que ce soit grave ou pas, et on essaye de renverser la situation en montrant que non, elle n'est pas coupable. Donc ce sont vraiment des plaidoyers fictifs, hein, le terme n'est pas galvaudé. Donc là, Hélène, quelque part, n'est pas responsable d'avoir indirectement déclenché la guerre de Troie. Voilà. C'est quand même assez. Je trouve que ce sont des exercices de pensée. C'est voilà, penser à prendre Branco, penser à ces avocats un peu véreux. Ils n'ont rien inventé en fait quelque part. Ils doivent tout à Gorgias. J'en viens maintenant à l'art oratoire. Et je vais essayer de ne pas être trop long puisque c'est une conférence matinale et Patrick Cohen. Je sais pas combien de temps dure la matinale de Patrick Cohen, s'il vous plaît, ou celle de Frédéric Aziza. Alex, je sens que je vais énormément rire quand je vais regarder toutes les images. Bref, l'art oratoire. Donc, je vous l'ai dit, les sophistes et leur succès est intimement lié à l'Athènes démocratique. Donc, une Athènes dans laquelle le débat et la compétence oratoire avaient vraiment une place prépondérante si on voulait se faire une place. Et donc, les sophistes ont un peu joué comment dire, ont joué un rôle non négligeable dans ce que certains ont appelé une démocratie des beaux parleurs. Déjà à l'époque, on en parlait, hein. Comme quoi vraiment rien n'a rien n'a changé. Heu, excusez-moi, excusez-moi, je vais arrêter de vous lire. Excusez-moi. Je retrouve mon calme. Bref, j'en reviens à, Gorgias, parce que vraiment Gorgias, on l'aime beaucoup. Donc j'en viens maintenant aux positions de Gorgias sur la rhétorique. Donc pour Gorgias, la rhétorique peut, comme la parole, être employée pour le bien ou pour le mal. Platon prête à Gorgias cette même neutralité donc, qui semble assez fidèle à sa pensée, à la pensée du Gorgias historique. Il lui fait dire que la rhétorique, je cite, tient sous sa domination toutes les puissances. Mais il lui fait admettre néanmoins que ce pouvoir peut servir au mal comme au bien. C'est le cas de nombreuses techniques. Je cite encore un autre extrait. Il faut user de cet art comme de tous les autres arts de combat. Quels que soient ceux qu'on cultive, ce n'est pas une raison pour en user contre tout le monde. De même la rhétorique, je cite encore une fois, si un homme devenu habile dans la rhétorique se sert ensuite de sa puissance et de son art pour faire le mal, ce n'est pas le maître, à mon avis, qui mérite la réprobation et l'exil, car celui-ci enseignait son art en vue d'un usage légitime, et le disciple en a fait un abus tout contraire. Donc là, c'est un peu aussi pour se dédouaner quelque part. Moi, je peux un peu l'interpréter comme ça. C'est Gorgias qui dit, mais moi, j'enseigne juste à bien parler et les bases de la rhétorique. Si quelqu'un en fait un usage démagogique ou mal intentionné, ça n'est pas ma faute. Moi, c'est un peu comme ça aussi qu'on pouvait l'entendre. Et quelque part, avec cette citation, Gorgias, il répond au succès des sophistes, c'est-à-dire que eh ben, les sophistes ont aussi été critiqués parce que ben, on a tenu un peu leur enseignement comme la source d'énormément de mots de l'Athènes démocratique, par leur enseignement justement.
qui favorisait cette culture de la rhétorique et qui pouvait rendre possible la démagogie et les intentions parfois douteuses rendues possibles par la rhétorique. Ainsi, Platon s'est-il plu à montrer toujours dans le Gorgias, non pardon, enfin dans le Gorgias, mais aussi dans d'autres dialogues que je vais citer, un Gorgias parfois hésitant, qui, après ces belles déclarations un peu emphasées, ne peut renoncer à l'idée que malgré tout, on acquiert aussi auprès de lui, donc auprès de l'enseignement de Gorgias, le sens et le respect de la justice. Et on sent que Platon n'est pas vraiment à l'aise pour le dire, mais il semblerait, et je vais le prouver tout à l'heure avec d'autres extraits, qu'il y avait vraiment une réflexion sur la justice parmi les sophistes, ce qui est assez cohérent quelque part, puisque, étant donné que leur enseignement avait des visées pratiques, la justice étant elle-même une discipline qui a des conséquences pratiques, ceci paraît assez cohérent. On nous dit dans le Ménon, donc un autre texte de Platon très connu, paragraphe 95c, qu'il ne promettait pas, donc encore une fois Gorgias, d'enseigner la vertu et se moquer des autres sophistes qui prenaient de tels engagements. Il n'entendait, lui, Gorgias, que faire de bons orateurs. Mais devant les questions de Socrate, il ne pouvait guère refuser d'admettre que sa rhétorique impliquait une certaine expérience de ce qu'est le juste. Donc là encore, c'est toujours les subtilités des formations. Voilà, ce sont les conditions d'utilisation. Hein. Aussi bien n'avait-il ni dans le dialogue ni ailleurs rien d'un amoraliste. Donc même s'il ne promettait pas une justice et un enseignement de la justice au sens propre du terme, il ne faisait pas l'apologie de l'amoralité en quelque sorte. D'où le malaise en fait que ressent Platon et qu'il exprime dans comment dire ce malaise qu'il met un peu dans la bouche de Gorgias, puisqu'on a énormément de passages qui commencent par il semble bien, cela a tout l'air. Donc on a vraiment un Gorgias en demi-teinte que nous retranscrit Platon. J'en viens maintenant à un autre sophiste, mais encore une fois fantastique. Protagoras, lui aussi, ne s'est pas désintéressé dans un autre domaine de l'expression plutôt formelle. Donc là, on va revenir sur la justice, ne vous inquiétez pas, puisque les deux sont un peu liés. Mais c'est-à-dire que Gorgias, lui, d'un point de vue un peu, vraiment de la forme, se souciait surtout de la magie du style. Alors que Protagoras, plutôt, lui, c'était vraiment la langue. Encore une fois, aspect très intéressant et apporté par les sophistes, puisque le langage fascinait aussi bien Protagoras, mais aussi un peu Gorgias, et il y avait presque on va pas dire de la linguistique, mais des bases de pensée sur la langue qui étaient en germe chez les sophistes. Très intéressant, puisqu'on a énormément de digressions sur ce qu'on va plus tard appeler la philologie. Enfin, les tout débuts de la philologie. Des digressions qui sont encore plus fortes chez d'autres sophistes comme Thrasymach. Bref. J'en viens maintenant à un autre point, chers amis. J'espère que je ne vous ennuie pas, mais je sens que là, vous vous régalez. Hein, il faut canoniser Platon dans notre église manique. Les sophistes promis influent l'over, mais quelque part, moi je pense que Yanis, le fameux Yanis, est quelque part un lointain disciple de Gorgias ou de Protagoras. Hein. Je crois qu'il y a une filiation. Et en fait, Romulus, c'est le jeune aristocrate un peu bébête qui se fait avoir par l'enseignement et par leur formation à 10 000 drachmes l'heure, en fait. Hein. Moi, je pense qu'il y a un parallèle à faire assez intéressant, chers amis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire YouTube, mais je crois que là, on touche à quelque chose. Alors, j'arrête pas de vous dire que, avec cet ouvrage très intéressant de Jacqueline de Romilly sur l'apport des sophistes au monde intellectuel grec, il y a vraiment quelque chose, que ce ne sont pas juste des beaux parleurs. Et je vais vraiment essayer de mettre en valeur les grands résultats de l'ouvrage avec un autre point. Mais c'est compliqué parce que quelque part, les sophistes, bah, comment dire, ce sont des sophistes, bref. Donc, cet autre point que je vais vous introduire, c'est l'opposition entre la nature, physis, et la loi, nomos. Puisque ce point-là va nous permettre de voir que les sophistes avaient quand même une certaine réflexion philosophique, au-delà de leur formation et de leur aspect maître de rhétorique. Puisque cette opposition, bon déjà, elle transparaît dans la vie intellectuelle grecque de manière générale au 5e siècle avant notre ère, et elle demeure dans les œuvres de presque tous les sophistes. Donc c'est quelque chose qui avait énormément d'importance pour eux. Il peut même arriver que ce rôle soit plutôt positif, puisque, comme je vous l'ai dit, quelque part avec ces sophistes, il y a cette idée de la tabula rasa, donc on fait table rase. Donc un peu l'idée de sortir des cadres traditionnels un peu étroits. Et on observe ça par exemple chez deux sophistes, Hippias et Antiphon. Hippias,
autre sophiste, a eu énormément d'activités et de centres d'intérêt. Dans le Protagoras de Platon, tout son rôle, cependant, est centré sur la distinction entre la nature et la loi, donc physis et nomos. Il déclare en effet avec fermeté, je cite, que la loi tyran attendez, excusez-moi, voilà ça, que, je cite: «La loi tyran d'homme oppose sa contrainte à la nature». Autrement dit, il existe d'une part un domaine naturel et d'autre part des règles purement artificielles imposées par les hommes et donc la loi par exemple. Et ces contraintes artificielles, donc la loi, viennent contraindre cet état de nature. Donc là, c'est l'opposé de Platon, hein, pour le coup. C'est au-delà de ce que Platon a pu faire dire au vrai Socrate et au-delà de ce qu'il a pu, des méthodes qu'il a pu employer pour un peu travestir sa pensée dans celle du Socrate historique. Platon, on sait que dans ses textes qui sont vraiment de lui et non pas, comment dire, qu'il ne fait pas parler par la bouche de Socrate, notamment les lois, on sait que la pensée juridique était vraiment très importante pour lui. Donc là, on est à l'opposé de Platon, hein. Pour Hippias, c'est vraiment la loi qui vient contraindre l'état de nature des hommes. C'est presque du Rousseau avant l'heure, quasiment. Enfin, c'est un peu faux de dire ça, puisque Rousseau, justement, au-delà de la question de l'état de nature, développe énormément de pensées juridiques pour ne pas tomber dans les travers de l'état de nature non plus. Bref, je digresse, chers amis, restons-en sur les sophistes. Dans le Protagoras, encore une fois, le Protagoras, le dialogue, hein, pas le sophiste, l'affirmation d'Hippias n'a rien de révolutionnaire, puisqu'en effet, tous les assistants dans le dialogue, donc il y a plein de personnes qui viennent assister à ce débat, les assistants viennent de diverses cités, mais tous ont en commun l'intérêt de la pensée, l'amour de la philosophie. Et en fait, ce sont tous des proches plus ou moins d'Hippias et des amis à lui. Et Hippias plaide tout simplement pour la bonne entente entre gens de bonne volonté, quelle que soit leur origine. Donc là aussi, quelque part, mais très intéressant, puisqu'il y a presque une pensée presque cosmopolite avant l'heure via les réflexions des sophistes sur la loi. Alors vous allez voir comment on en arrive là. Et donc, vous avez compris que pour Hippias, fondamentalement, il y a quand même un peu l'idée, enfin, dans Hippias tel que le fait parler Platon, il y a l'idée que la loi est contraignante et qu'elle vient casser l'état de nature. Mais donc, face à ces lois contraignantes qui sont avant tout des lois de la cité, de la tradition, il y a un peu cette pensée sous-jacente que on pourrait s'extraire de ces lois particulières qui sont purement culturelles et contraignantes et qui viennent un peu brider l'homme dans son état de nature. On pourrait briser ces lois contraignantes pour arriver à des lois qui soient basées sur la bonne entente entre les hommes, quelle que soit leur appartenance d'origine. Donc il y a un peu une cité du panhellénisme qui est déjà en germe chez les sophistes et quelque part l'idée que chaque homme, peu importe son origine, peut être en bonne entente avec son congénère de 3000 kilomètres à côté. Donc, alors, pas forcément formulé tel quel, mais il y a un peu cet embryon de pensée-là chez Hippias. Fascinant, fascinant. Il y a déjà une pensée du cosmopolitisme au 5e siècle avant notre ère. Vraiment très intéressant. Donc, il y a un peu quelque part une idée d'apaisement. Bref. C'est ça. Excusez-moi, je me perds un peu dans mes citations. Je suis à vous 5 minutes. Donc, je vous l'avais dit, Hippias, il veut un peu faire table rase des lois particulières. Pour lui, ça a vraiment aucune importance. Mais, et c'est un peu là, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est là comme ça qu'on aboutit au fameux cosmopolitisme. C'est que même s'il ne reconnaît pas les lois particulières traditionnelles et contraignantes, il admet l'existence de lois non écrites qui sont valables dans plusieurs pays. Ces lois peuvent être soit divines, soit naturelles, et elles ne dépendent d'aucun texte de loi. Donc c'est là aussi, c'est presque, on rejoint presque Rousseau. C'est l'idée, il n'y a aucune loi des hommes qui est forcément légitime, puisqu'on peut faire table rase de tout ça, puisque ce sont des lois particulières, contraintes par des intérêts particuliers. Pensez à l'oligarchie à Athènes, les lois sont contraintes par une classe sociale qui occupe le pouvoir. Et pour Hippias, ces lois-là, on peut en faire table rase, mais il existe des lois, et donc c'est pour ça que quelque part, il ne casse pas l'idée de justice, c'est juste qu'il la transforme, parce qu'il existe des lois qui soient divines ou naturelles, qui sont des lois non écrites et qui sont presque des composantes de la nature humaine, en fait, en quelque sorte. Donc c'est pensée intéressante. Et donc voilà, c'est là où je voulais dire, c'est que Antiphon développe cette pensée du cosmopolitisme entre les Grecs et barbares. Je cite maintenant Antiphon via un extrait qu'on a réussi à retrouver de lui. Donc là, c'est vraiment le sophiste Antiphon qui parle. On dirait presque du Saint Paul avant l'heure. Le fait est que, par nature, nous sommes tous et en tout de naissance identique, grecs et barbares.
Aucun de nous n'a été distingué à l'origine comme barbare ou comme grec. Nous respirons l'air par la bouche et par les narines. Là, c'est presque Saint Paul avant l'heure. C'est Épître aux Galates, pardon, chapitre 3, verset 24, si ma mémoire est bonne. Donc, il n'y a plus ni grec ni juif, hein, voilà, c'est quasiment ça avant l'heure. Encore une fois, fascinant. On peut penser ce qu'on veut des sophistes, mais il y a presque voilà, une pensée de l'abolition des barrières ethniques et culturelles au 5e siècle avant notre ère, chez les sophistes. Je trouve ça fascinant pour ma part. Après, on sera libre d'en discuter juste après. Je vais essayer de conclure assez rapidement pour ne pas être trop long et ne pas me répéter. J'en viens maintenant, je continue un peu mes réflexions sur la justice avec le même antiphon qu'on va maintenant un peu suivre. Donc, chez Antiphon, la critique de la justice se force et s'approfondit. Mais on possède, comme je viens de vous le dire, cette fois des fragments de plusieurs pages. Donc, des textes écrits par Antiphon lui-même, enfin, transmis par Antiphon lui-même, et non pas la vision que Platon aurait pu avoir d'Antiphon et qu'il aurait pu un peu travestir. Et donc, ces découvertes ont vraiment été retentissantes. Les fragments d'Antiphon ont été retrouvés sur papyrus en 1915, et l'on sait par des recoupements certains qu'ils appartenaient à son fameux traité sur la vérité, qui était un traité écrit par Antiphon. Le titre à lui seul suggère que cette réflexion sur la justice comptait parmi les grandes idées du sophiste. C'était le titre également de Protagoras, et ce devait également être le titre d'un autre sophiste, Antisthène. On dirait donc que par lui-même, il annonce une sorte de manifeste sur des points fondamentaux de critique philosophique, et non pas uniquement de rhétorique. Or, le fait est que dans les 3 extraits qu'on possède et dont on va parler, la pensée va plus loin que dans aucune autre réflexion sur la justice. Malheureusement, même si on a ces extraits, ils sont assez, ils sont courts en fait, donc on n'a pas non plus toute la pensée qui se développe. Le premier fragment part d'une définition qui ne surprend guère, puisque, selon les premiers mots du texte, la justice consiste à ne transgresser aucune des règles légales admises par la cité dont on fait partie. Donc là, c'est un peu une conception comment dire, pragmatique de la justice. Mais donc, ça implique qu'il y aurait une variation des lois qu'on aurait rencontrées ailleurs, puisque les lois auxquelles on doit se soumettre sont les lois de la cité, donc ça indique que les lois peuvent varier d'une cité à l'autre, donc que les lois en elles-mêmes peuvent varier. Certains ont en effet pensé qu'à partir de cette définition, Antiphon voulait montrer des conséquences sans développer sa propre pensée. Bref. Dans le troisième fragment, il offre une définition un peu différente. Il définit la justice comme le fait de ne léser personne. Et là-dessus, il montre les contradictions qu'entraîne cette définition. On peut donc supposer que le premier fragment suit la même démarche et parle lui aussi d'une définition provisoire. Donc que les deux définitions que je viens de vous dire, la loi c'est je dois appliquer les règles de la cité ou la loi c'est je ne dois léser personne, ce ne sont pas les définitions de la justice, qu'Antiphon mettait en valeur. Ça devait être sûrement dans le fragment qu'on a retrouvé et dans le traité en général, des définitions qu'il prenait pour ensuite développer un raisonnement qui devait in fine aboutir via tout un raisonnement à sa propre définition de la justice. Donc c'est aussi pour ça que ces fragments sont un peu frustrants quelque part, puisque le fragment commence au hasard, là où débutait le feuillet qu'on a retrouvé. Et donc on ne sait pas ce qu'il précédait, et sans doute il servait d'introduction à la définition que nous avons. Donc voilà, cas complexe et toujours aussi frustrant avec l'Antiquité. Bref. La suite du texte, en revanche, nous permet d'avoir d'autres éléments, puisqu'elle s'accorde à la perfection avec la définition donnée et en tire sa justification. Et cette suite va avec la définition. Donc, le fragment forme un tout. Et voilà, et donc il permet, voilà, je vais y venir. Mais en fait, je vais arrêter de parler des fragments, mais retenez qu'en fait, c'est frustrant. Voilà. Attendez, excusez-moi, j'espère ne pas trop me perdre. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que avec Antiphon, indirectement et avec ce qu'on peut, j'ai copié des vous me faites rire, ça fait plaisir. Juste retenir qu'avec ces quelques fragments à la fois salutaires mais en même temps frustrants, il faut retenir qu'avec Antiphon, comme avec Hippias et avec ce que nous avons vu précédemment, et quelquefois avec Gorgias également, c'est que on a la distinction et la fameuse opposition entre la nature, qui existe en tout temps et en tout lieu, où chacun poursuit des satisfactions matérielles, et la justice, qui se surajoute à la nature et parfois, souvent même la contredit. D'où l'opposition entre la nature humaine et ses aspirations et la loi, qui est vraiment le thème développé par les sophistes. On vient de le voir avec Antiphon.
Enfin, c'est un peu ce que je vous résume de la pensée d'Antiphon, et c'est ce qu'on a vu précédemment avec Hippias, qui l'expliquait très bien. Et également même avec Antiphon, je rappelle que c'est le même Antiphon avec ses fragments qui nous expliquait qu'il n'y avait plus de Grecs ni de barbares. Et donc j'en viens maintenant à un autre point, avec un autre sophiste, Thrasymachie, qui lui-même disait dans la République de Platon que la justice, je cite, allait à l'encontre de nos intérêts. Et Antiphon de même abonde dans son sens. Donc Antiphon et Thrasymachie et les autres sophistes vont encore plus loin. Puisque Antiphon, après avoir défini la justice comme l'obéissance aux règles légales, le texte poursuit. Un homme a donc là c'est Antiphon qui parle, hein. Un homme a donc tout intérêt à observer la justice. S'il y a des témoins quand il respecte les lois, mais seul et sans témoin, il trouve son intérêt aux impératifs de la nature. Car ce qui est de la loi est accident, ce qui est de la nature nécessité, ce qui est de la loi est établi par convention et ne naît pas de soi-même. Mais ce qui est de la nature naît de soi-même et ne relève pas d'une convention. Aussi, quand on transgresse les règles légales, si c'est à l'insu des auteurs de la Convention, on s'en tire sans honte ni dommage. Dans le cas contraire, ce n'est plus vrai. En revanche, si, forçant le possible, on viole un des arrangements de la nature, alors, même à l'insu du monde entier, cela est un mal. Et même au vu de tous, ce mal n'est pas pire. Le dommage, en effet, n'est pas fonction de l'opinion, il relève de la vérité. Donc là, en fait, ce que Antiphon nous dit, c'est que la justice est une hypocrisie. C'est-à-dire que on observe les règles légales quand on est observé par ses proches, quelqu'un pourrait nous accuser d'avoir commis un crime ou un impair à la loi. Donc la justice est une hypocrisie. Par contre, quand on enfreint les lois de la nature, quelque part, on viole la nature elle-même. On se soustrait à l'ordre naturel du monde et quelque part, le monde entier et nous-mêmes compris, on sait qu'un mal a été commis. Et donc la justice, elle, n'est que pure observance, légaliste, enfin rigoriste de la loi et rien d'autre. Donc qu'elle est en quelque sorte une convention, et même si Antiphon n'emploie pas le terme d'hypocrisie, on pourrait un peu l'employer puisque dans sa pensée, c'est un peu ça quand même. Donc je continue un peu sur la justice qui va un peu nous servir de conclusion. Mais vous avez vu que la justice, c'est un peu le comment dire? L'un des grands axes de réflexion, des sophistes. Je continue avec Thrasymachie qui attaque encore une fois vigoureusement la loi, encore une fois dans la République de Platon. Et vous savez que la République de Platon, comme notre cher ami Zerford nous l'a rappelé dans sa conférence, est un texte qui évoque énormément la justice et la loi, puisque Socrate ne fait que disserter sur la justice dans la République de Platon, hein. Quasiment, c'est une énorme réflexion sur la justice. Pas que, mais quand même, c'est quand même énormément axé sur la justice. Donc, à côté de la République de Platon, on trouve dans les fragments de Thrasymachie, encore une fois, puisque Thrasymachie aussi a ses fragments, à côté de témoignages sur son enseignement rhétorique, il y a aussi des fragments sur la justice. Et donc, on a par exemple une phrase qui nous indique que autrement, voilà, excusez-moi, voilà, ce que je voulais dire, c'est que on a une phrase qui nous indique que les dieux ne voient pas les affaires humaines, et là je cite le fragment, autrement, ils ne négligeraient pas le plus grand des biens humains, la justice, car nous voyons que les hommes ne l'appliquent pas. Donc pour Thrasymachie, les dieux ne voient pas les affaires humaines, sinon bah, le monde des hommes serait quand même beaucoup plus juste qu'il ne l'est actuellement. Et on sait par un autre fragment, encore une fois, que Thrasymachie se soucie un peu de l'intérêt commun et qu'il y attachait un grand prix. Donc vous voyez que cette table rase, elle n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser au premier abord. Et ce fragment est le seul que nous ayons de Thrasymachie et il compte plus d'une page. Et c'est un extrait de discours qui est cité pour son style. Et c'est dans cet extrait pardon, que Thrasymachie défend la constitution des ancêtres. Et les idées qu'il exprime, pardon, comptent beaucoup plus que le style, parce que le style, on s'en manque un peu. Thrasymachie, dans ce fragment, loue en fait ce qu'on va appeler le bon ordre. Et le bon ordre, pour Thrasymachie, ce sont les jeunes gens qui respectent les aînés. Donc c'est un peu le mos maiorum romain avant l'heure. Et il déplore les fautes commises et le fait que bah, les jeunes ne respectent plus leurs aînés. Donc c'est quand même une réflexion qui va voilà, assez intéressante. Et pour lui, les fautes commises apportées par les jeunes ont introduit la guerre au lieu de la paix et les troubles au lieu de la bonne entente. Quelque part, Thrasymachie était un boomer. Voilà, essayons de faire de l'humour. Donc l'entente selon Thrasymachie s'intitule l'homonoia, ce qui est quand même voilà, le terme qui sera réutilisé plus tard pour d'autres raisons, et c'est le terme qui restera consacré dans la réflexion grecque sur la justice. Et le texte date très vraisemblablement des troubles civils de 411, dans lesquels Athènes a vraiment eu
une grosse agitation politique en rapport avec l'oligarchie, je n'y reviendrai pas là-dessus. Et c'est un peu normal que donc dans un texte contemporain de cette période, Trasimac loue le bon ordre et le fait que les jeunes respectent les anciens parce que il est créé une période de conflit civil dans le monde athénien. Et donc pour Trasimac, l'argument est que excusez-moi, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, excusez-moi, je me perds vraiment, c'est le matin, je prends un peu de café, excusez-moi, il faut que je bois un coup de café. Ah, pour Trasimac, l'argument central, c'est que la constitution des ancêtres, donc constitution des ancêtres, on pourrait remplacer ça par coutume ancestrale si vous préférez. Pour lui, cette constitution est la plus commune à tous les citoyens. Et et par commune, il veut sans doute dire que, étant donné qu'elle est commune, elle est modérée, puisque tous les citoyens ont des intérêts divergents, et donc une constitution commune permet d'aplanir tout le monde et de garantir et de concilier même les intérêts du plus grand nombre. Donc Trasimac, vous avez vu quelque part la table rase, elle est pas si rase que ça la table, puisque l'idée de communauté est conservée, elle est même renforcée puisqu'il y a quand même une pensée sur l'unité sociale qui permet d'être dégagée de ce tout petit texte, encore une fois. Un texte qui, lui, n'est pas issu de la retranscription de Platon. Donc c'est vraiment un texte de Trasimac. Il y a quand même quelque part, voilà, tout n'est pas jeté quelque part. Il y a cette idée de corps social presque qui se fait jour. Et donc, il y a l'entente qui est possible au sein du groupe. Cependant, si on est un peu taquin, on pourrait dire que Trasimac écrit à une époque où, comme je l'ai dit, en 411, Athènes connaît des troubles civils et que quelque part, il écrit pour pallier à la situation d'anarchie que connaît alors Athènes. Donc, c'est peut-être aussi purement et simplement un texte de circonstance. Bref, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Je vais rapidement conclure. Simplement. Voilà. Donc je pense que je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y avait aussi d'autres réflexions sur l'amour, l'amitié. Quelque part, je ne dévoile pas tout. Donc voilà, je voulais un peu vous parler de ce petit texte, vous en citer quelques passages de ce que j'ai pu synthétiser. Il y a énormément de choses que je n'ai pas abordées puisqu'il y a beaucoup d'autres développements sur la politique et sur le théâtre, sur le domaine de l'éthique dont je n'ai pas du tout parlé. J'en ai un peu parlé, mais je l'ai à peine abordé, puisqu'il y a d'autres fragments, d'autres textes qui n'ont Enfin voilà, d'autres textes de Trasimac, d'Antiphon que je n'ai pas cités, un traité d'Antiphon sur la concorde, un traité sur l'amitié, et aussi beaucoup d'autres choses que je n'ai pas abordées. Donc voilà, c'était un peu ma petite synthèse matinale sur un texte facilement accessible, un peu connu quand même, on va pas exagérer, écrit par une brillante helléniste, l'une des plus brillantes du XXe siècle, qui nous a quittés dans les années 2010, enfin en 2010 je crois, si ma mémoire est bonne, malheureusement. Jacqueline de Romilly, très grande helléniste qui a enseigné au Collège de France, qui a énormément écrit sur cette période-là. Et là donc je voulais vous synthétiser ce petit texte, Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès, à peine un peu plus de 300 pages, 8 € livre de poche, et qui permet justement de montrer que les sophistes, au-delà de l'image d'Épinal que certains en ont, à cause des traités de Platon, et des dialogues platoniciens, et ben indirectement, malgré tous les quolibets que les sophistes se sont vus attribuer, ils ont participé à leur manière à ce foisonnement, à ce bouillonnement intellectuel du monde grec et surtout du monde athénien au 5e siècle avant notre ère. Donc voilà, c'était un peu un compte rendu, une petite synthèse assez légère. Je voulais pas en faire des caisses non plus. Et donc voilà, il y a énormément de domaines que je n'ai pas abordés, mais ce que je voulais faire avec cette conférence, c'était de vous montrer que, au-delà justement de cette image d'Épinal, les sophistes ont vraiment été protéiformes, puisqu'on retrouve des influences sophistes chez Socrate et chez Platon, puisqu'ils parlent énormément d'eux. Je rappelle que le Protagoras et le Gorgias, avant d'être des sophistes physiques, ce sont des noms avant d'être des dialogues platoniciens, ce sont des noms de personnes, enfin des sophistes qui ont vraiment existé. Donc voilà, quand on écrit des traités, des dialogues sur des sophistes, ça veut dire qu'ils ont vraiment eu une influence. Mais on retrouve aussi leur influence chez Xénophon. Chez Thucydide, je l'ai très peu abordé, mais l'historien Thucydide, qui évoque la guerre du Péloponnèse, a lui aussi eu, comment dire, une influence. Enfin, il a aussi été imprégné par la pensée des sophistes, même s'il n'est pas sophiste lui-même, hein. Quand je dis imprégné, ça ne veut pas forcément dire qu'ils reprennent à leur compte toute la pensée des sophistes, mais ils l'ont quelque part assimilé, ils l'ont reçu en quelque sorte. Voilà, on dirait qu'en théorie littéraire, on dirait qu'ils voilà, ils se sont fait l'écho, ils se sont fait le récepteur de cet enseignement-là.
Dans le théâtre, avec Euripide, c'est flagrant. On sait qu'Euripide a été au contact des sophistes, qu'il a été contemporain de leur enseignement, même s'il s'en distance, puisque Euripide introduit des subtilités psychologiques, mais le fait que l'enseignement, la connaissance prennent une place dans le destin de certains de ces personnages montre que Euripide a eu vent de cet enseignement-là. Chez Sophocle également, et chez tout un tas d'auteurs bien après le 5e siècle avant notre ère, les premiers auteurs chrétiens, enfin des auteurs païens des premiers siècles chrétiens en parlent encore. On a des auteurs comme Jamblique au 4e siècle de notre ère qui citent des extraits de sophistes et qui nous permettent, avec les extraits de Platon et les papyrus découverts, d'un peu de faire le liant, puisque un auteur du 4e siècle de notre ère, Platon au 5e siècle avant notre ère, et des fragments de sophistes qui sont eux-mêmes issus de l'enseignement des sophistes historiques. Avec tout ça, on arrive un peu à reconstruire un enseignement et une pensée qui étaient plus larges qu'on pourrait le penser au premier abord. Et c'est un peu cet enseignement-là que je voulais également vous faire partager ce matin. Et donc voilà, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté, chers amis. Je vous rends la parole. Voilà. La matinale de Patrick Cohen est terminée, hein, voilà. Eh ben merci Hérode, c'était très intéressant et merci d'avoir dépoussiéré un peu, justement ce conflit, millénaire entre sophistes et philosophes, pré-philosophes. Merci. Ouais, c'était Ça fait c'était plaisir. intéressant, mais enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le côté, déjà dans la société athénienne, quand il commence à y avoir une démocratie, comment dire, une civilisation avancée qui se met en place, parce que bon, c'était une des civilisations les plus avancées de l'époque, Bien il sûr. commence à y avoir ces réflexes un petit peu cosmopolites, sophistiques, tout ça, quoi. Ben, c'est aussi ça, c'est que en reprenant mes notes, je me suis rendu compte, c'est vrai que je faisais la blague par message et vous avez renchéri là-dessus. On croirait les influenceurs de notre siècle, en fait. Les vendeurs de Oui, c'est ça. formation, c'est Victor Ferry quelque part. C'est assez Oui, c'est déroutant, ça, c'est Victor ouais, Ferry, c'est assez déroutant. quelque part, ouais, comme tu dis, il y a une continuité et même les idéaux humanistes et tout ça, en fait, on sait d'où ça vient, quoi. Enfin, ça vient de là, quoi, clairement. Enfin, ouais. Oui, oui, mais c'est aussi ça que c'est ambigu parce que quelque part, j'aurais pu réintituler la conférence, enfin j'y pensais au début, mais en quoi les sophistes sont vraiment nos prédécesseurs et nous parlent presque du monde moderne avant l'heure. Parce que Bah oui, c'est fou de complètement. se dire qu'avec ce développement de la démocratie, bah, il y a l'idée déjà de faire commerce de la réflexion et de la connaissance. Mais comme tu l'as fait remarquer, Zertor, c'est ce qui m'a aussi, moi aussi, choqué quand j'ai lu l'ouvrage, c'est cette réflexion sur le cosmopolitisme qui est presque là en germe en fait. C'est peu importe qu'on soit né grec ou barbare, nous sommes tous des hommes. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. 5e siècle avant notre ère. Mais même Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, j'ai envie de C'est dire, ça. presque la Révolution française est basée là-dessus, quoi. C'est, C'est on exactement y est ça. en tout, quoi. Tu as tout à fait raison, Alex. Il y a cette idée un peu c'est un peu on les accusait d'être des relativistes. Et vous l'avez vu avec la réflexion sur la Oui, justice. oui, ouais. Pour la plupart des sophistes, alors ils avaient quand même une réflexion philosophique sur la justice. C'est ça qui était intéressant aussi à montrer. Mais pour eux, les lois de la cité, chez quasiment tous les sophistes, c'est une pure convention sociale et ça n'a pas de vrai fondement intellectuel. Ce qui est pas étonnant, vous avez vu qu'ils avaient quand même développé un exercice de style qui était les plaidoyers fictifs. Donc quand ils forment des gens qui vont soit devenir juges, soit défendre des causes, ils peuvent pas non plus dire que les lois d'une cité sont immuables et bonnes en elles-mêmes. Quelque part, ça se recoupe. Allez-y, si vous voulez intervenir, poser des questions. Et pour rebondir face à cet humanisme naissant par les sophistes, et même Platon a été influencé par cette idée parce que aussi il voulait une sorte de république universelle un peu transfrontalière, quoi, par rapport Oui, oui, cette forme de cosmopolitisme-là. Donc en fait, on a un mélange de Platon avec la république universelle et ce sophisme humaniste un peu sans Dieu, quoi. C'est les humains qui font la loi, mais la loi est relative, un peu. Par rapport à ces histoires de convention sociale qui fait que oui, s'il est violent, c'est pas dans sa nature, c'est à cause de la société, quoi. Il y a un peu de Rousseau, c'est un peu inspiré de ça là-dessus. oui, non, mais c'est totalement vrai. J'y avais pas pensé au début, mais en reprenant mes notes, c'est vrai qu'il y a quelque part, il y a des embryons de Rousseau, mais vous avez vu qu'avec toute cette révolution des sophistes, on pourrait partir dans plein de directions intellectuelles différentes. Et c'est peut-être aussi ça qui est intéressant chez eux.
peu importe ce qu'on en pense, c'est qu'avec leur révolution intellectuelle, il y a plein de chemins de la pensée occidentale qui sont devenus possibles, en fait. En bien ou en mal, hein, peu importe ce qu'on en pense, hein. Mais voilà, des réflexions sur le contrat social, sur les lois de la cité, plein oui, presque de courants de pensée, sont en germe chez les sophistes. Avec cette réflexion aussi sur la langue, qui est déjà là, c'est fou, hein. Peu importe ce qu'on pense Ouais. d'eux, par ailleurs. Mais oui, c'est là où tu as raison, Béchamel, c'est que, bah, la relation Platon-Socrate avec les sophistes, elle est très ambiguë, hein. Très, très ambiguë, hein. Et il y a énormément Et justement, d'atomes crochus. est-ce que c'est pas ça le truc? C'est-à-dire que quand une société commence à devenir surorganisée, qu'il commence à y avoir des lois, c'est là que ça apparaît, quoi, tout ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision. C'est euh, c'est un petit peu la vue que j'ai. Magnifique. Voilà, quand une société se développe trop, ça donne l'image que vient d'envoyer Évangéliste. Bah oui, c'est ça, ouais, ouais, non mais ouais. C'est vrai que ça apparaît un peu comme un symptôme, sociétal, ce sophisme et puis cette manière de en fait, de dévaloriser, on entre guillemets, on monétise, l'art oratoire et on dévalorise dans le même temps, la parole et on crée en fait, on crée un espace de débat qui ne permet que, de tourner en rond ou alors de défendre, comme tu disais, des causes perdues, de faire des exercices de pensée, juste pour pour la pratique, de l'art oratoire plus que pour, vraiment, proposer un discours, construit, quoi. Exactement. Moi, oui, oui, mais en fait, ce 5e siècle-là, c'est fou de se dire qu'en un siècle, il y a presque comment dire? Tous les travers du monde occidental qui apparaissent. Avec des C'est bons côtés aussi, hein. l'urbanité. En fait, c'est l'urbanité quelque part, Oui, c'est qui vrai. cause ça, hein. C'est C'est parce qu'en fait, tous les maîtres sophistes, en fait, la plupart ne viennent pas d'Athènes, l'immense majorité même. Ils viennent tous du monde grec, mais vu qu'Athènes est au sommet de sa puissance, ils viennent tous apporter un enseignement à Athènes. Donc, quelque part, c'est le développement, économique et politique d'Athènes qui les a attirés et qui a rendu ça possible. Mais là où je voulais revenir sur un point, c'est que, bah, je l'ai dit au tout début de conférence, c'est que la grosse différence entre Socrate et les sophistes, c'est pas tant sur le fond. Vous avez vu que sur le fond, il y a plein de points communs sur une justice un peu universelle, heu, sur, voilà, la nature humaine et la justice, sur aussi des points d'éthique. C'est surtout sur la méthode, sur, presque le rapport à la connaissance, la manière de vivre la connaissance. Pour Platon, c'est un peu un Diogène un peu riche, si on va par là. C'est-à-dire que lui aussi, il enseigne, il discute énormément de thèmes, il réfléchit, il pose des bases de la maïeutique, mais c'est pas payant. C'est presque Platon, il est presque dans une enfin, pardon, Socrate, il est presque dans une démarche, la connaissance pour la connaissance. Alors que les sophistes, c'est un peu moins le cas. C'est tout de suite un enseignement, qui a des visées pratiques, qui est monétisé. Voilà, Socrate, s'il avait été vivant, il aurait fait des conférences sur la cathédrale. Hippias, lui, il aurait ouvert un Patreon, hein, voilà. Je pense qu'on peut le dire. Quelqu'un a d'autres remarques, chers amis, ou je peux couper le bot? Colo ne peut pas intervenir malheureusement, j'en suis bien triste, mais j'espère qu'il va bien. Je lui envoie tout mon soutien. J'espère qu'il a pris un peu de gazouze. Alex, toi qui as écouté toute la conférence, qui a écrit plein de choses, est-ce que tu veux renchérir, apporter un grain de sel? N'hésite pas, hein, parce que les gens ne t'ont pas encore entendu sur YouTube, hein. Moi, je ne coupe pas le bot, Alex, tant que tu n'es pas intervenu. De même pour Jean Rabin. Ouais, 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 j'ai trouvé ça cool. Après, Platon, j'ai lu il y a très longtemps. Enfin, très longtemps. Il y a quelques années, quoi. Et j'ai laissé de côté, donc bon, ça m'a juste un peu rafraîchi et tout. C'était cool, c'était cool. J'ai lu la République, Protagoras et puis le banquet. Ça aurait été marrant si t'avais parlé un peu du banquet et de ce qu'il dit dedans. Ouais, mais le banquet, c'est un autre sujet, c'est sur l'amour, et c'est Ouais, plus, enfin, les sophistes, parce que de mémoire, il y a pas de sophistes dans le banquet. Ou alors ils interviennent très peu, mais là, peut-être qu'il y en ouais, a. ouais.
Alors c'est que quelques extraits, mais là c'était vraiment sur les sophistes, hein. Mais c'est aussi pour faire de la pub à notre amie Jacqueline, qui nous a quittés. Ok. Donc là c'est vraiment tout le monde est par terre là. C'est Ouais, elle a levé fait à quoi 8. d'autre d'ailleurs parce que toi, t'as dit que c'était une helléniste, elle a Très, très fait. grande analyste. Elle a écrit sur Alcibiade, elle a écrit sur plein de Ah, personnages, sur Hector, elle a écrit sur la tragédie grecque aux Presses universitaires de France, un ouvrage ah entier ouais. sur la tragédie grecque. Comme j'ai dit, Alcibiade, Hector, Achille, des leçons de grec ancien, des petites leçons hein, pour se familiariser. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre, Jacqueline? C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, ouais. Euh, tu- tu- Pourquoi la Grèce? Les révélations de la mémoire. Le trésor des savoirs oubliés, une certaine idée de la Grèce. Enfin voilà, elle a écrit énormément de choses en Ok, fait. Voilà. ok, ok. Donc voilà, si vous découvrez Jacqueline avec cette conférence, moi je suis content. Moi je suis content. Et ça me fait plaisir. Et j'espère que Beh, je confirme, vous pour- on découvre, les travaux, de Jacqueline. et vous Ouais. voilà, ben, j'espère que vous découvrez quelque chose Exactement, de tout très à différent. fait. Et je le recommande parce que l'ouvrage dont je vous ai un peu fait la synthèse ce matin, très accessible, très bien démontré, des chapitres clairs, thématiques, et surtout c'est cet apport des découvertes, un peu de fragments, éparpillés, des sophistes eux-mêmes en fait, qui permettent de comparer, ce que Platon nous en disait et ce qui nous reste, maigrement des sophistes en fait et de voir, quelle était leur pensée, si on rassemble tout ça en fait. Même si Après, ouais, on a très peu de fragments encore une fois, ce qui est toujours un peu frustrant. Mais il ouais. y en a quand même. Et j'ai une dernière question par rapport au côté pécunier de la pensée des sophistes. Est-ce que c'est pas justement ça qui a contribué au fait que ce soit devenu un peu n'importe quoi et que finalement les sophistes ont commencé à inventer des idées très démagogiques histoire de vendre leur Mais si, formation, se faire un maximum de shekels sur de la démagogie, quoi. mais si, totalement, parce que, je le rappelle, Socrate s'en moque directement, en disant, parce que le prix des leçons était extrêmement cher, et même Isocrate, qui est un peu le père de la seconde sophistique au IVe siècle, donc un siècle après nos chers sophistes, lui, il fonde une école de sophistique, mais il écrit un traité contre les sophistes, justement, où il reproche à ses pères fondateurs, d'avoir un peu trop été centré sur l'argent, enfin voilà, d'avoir été voilà, trop avides d'argent avec leurs connaissances et leurs renseignements, d'avoir promis mondes et merveilles, si on sortait la bourse en fait un peu. Donc oui, totalement, c'est un peu là ce que tout le monde leur reprochait. Hein. Et je me suis pas attardé sur les citations, mais elle en donne énormément. Où Platon, en fait, dans plein de traités qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ça revient presque comme un running gag. Le fait, il promettait mondes et merveilles si on sortait le chéquier, en fait. Et ça les a un peu desservis, je pense. Voilà, ils ont totalement servi maman. En tout cas, Mais voilà, on est dans la même configuration voilà, que la chute de d'Athènes. voilà, ça n'est pas un clash, mais voilà, c'est une vidéo réponse à Victor Ferry. Voilà, s'il la voit, euh, tu n'as rien inventé. Hein, voilà, tu n'as rien inventé. Hein. Gorgias faisait mieux il y a plus de 1500 ans. 2500 ans, pardon. Voilà, le 10 septembre, c'est l'Apocalypse, hein. Voilà, tu es un faquin, Victor Ferry. Hein, voilà, vidéo réponse. Hein. Ceci est un clash. Non, je rigole. Bah écoutez, si personne n'a de remarques ou peut-être vous pouvez faire des remarques par écrit, Alex et Colo, si vous avez quelque chose à dire, des réflexions personnelles à faire, c'est le moment. Je vous laisse écrire deux trois trucs si vous avez envie d'écrire quelque chose. Sinon, je vais couper le bot. Je relaye juste la remarque de la France libre, le 10 septembre, c'est la parousie, voilà. Oui, bien sûr. Totalement. Hein. On s'inquiète toujours. Voilà. Vangelis prend du café au travail. Hein, c'est bien. Il cherche à être efficace. Ça fait plaisir. Alex, Colo, une réflexion par écrit ou pas du tout? Jeune et dynamique, Vangelis. Bah écoutez, s'il n'y a pas de réflexion. Non, ok. Alex non plus. Pas de réflexion, ok. Bah Bon écoutez, allez, chers c'est bien amis, beau toutes ces réflexions sur les sophismes, mais on s'abonne au Patreon, hein. Voilà, allez. allez, je coupe le bot. Adieu au public YouTube.